Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le cadre de nos programmes de la pré-campagne électorale, en prévision du scrutin du 8 septembre prochain, je reçois aujourd'hui Tariq El-Malki du bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires, l'USFP. Bonjour Tariq El-Malki, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour Khadija Ihsan et merci pour l'invitation. Commençons par le commencement et parlons de projet politique du parti de la Rose. Quel est ce projet politique, Tariq El-Malki? Écoutez, tout d'abord, permettez-moi de rappeler certains faits historiques, dans la mesure où la préparation d'un programme électoral, bien que ce soit un acte politique majeur, toutes les 5 années, donc à l'issue d'échéances électorales successives, c'est un projet, le programme d'un parti politique ne peut pas être décorrélé de son histoire, de ses valeurs, de son identité. Et comme chacun sait, depuis la création du parti l'USFP, avant lui, donc l'UNFP en 1959, ce parti a toujours milité, a toujours combattu pour un certain nombre de valeurs morales, nobles, telles que la construction et le renforcement d'un État démocratique à travers la consolidation d'un État de droit, le renforcement de tout ce qui est donc lié aux institutions de l'État à travers un certain nombre de réformes politiques, dont notamment les réformes constitutionnelles. Je dois rappeler que toutes les réformes constitutionnelles que le Maroc a mises en place depuis un demi-siècle ont été toutes, d'une certaine manière, effectuées sur la base des revendications politiques de l'USFP. Bien évidemment, le contexte évolue, le contexte politique, économique et social évoluant, les revendications ne sont plus les mêmes, mais le parti, d'une certaine manière, l'identité du parti s'est affirmée à travers la défense d'un certain nombre de valeurs morales, je disais, tout ce qui est lié à la lutte ou le militantisme pour une société qui soit ouverte, qui soit démocratique, qui soit plurielle, qui soit tolérante. Aujourd'hui, ces termes prennent tout leur sens. Le renforcement des libertés individuelles, collectives et syndicales, la lutte contre l'impunité, les privilèges à travers la reddition de comptes, les passe-droits, tout ça n'est pas tombé du ciel. Donc toutes les réformes qui ont jalonné d'une certaine manière l'histoire politique moderne du Maroc ont été faites sur la base de... Oui, mais si on parlait avenir avec vous, Tariq El-Malki, est-ce que prévoit l'USFP justement comme projet politique pour ces prochaines élections? Très bien. Alors, juste pour terminer, c'est-à-dire que tout cela nous amène aussi au fait que le programme politique, le projet politique sociétal, parce qu'en réalité, le projet que propose le parti, il est multidimensionnel. Donc, il y a un aspect politique institutionnel, il y a un aspect économique et financier sur lequel nous allons revenir, il y a un aspect sociétal, et également donc un aspect culturel. Alors je dois juste aussi rappeler, peut-être que tout à l'heure on aura l'occasion d'en parler, que d'une certaine manière la réflexion du parti, elle également, elle a nourri d'une certaine manière les préparatifs du nouveau modèle de développement dont la copie a été présentée donc devant Sa Majesté le Roi il y a quelques mois, et je dois souligner que le parti 2018-2019 avait déjà proposé un mémorandum sous l'égide d'un État fort et juste pour une société moderne et solidaire. Alors, je voudrais aussi rajouter une chose avant de passer aux mesures concrètes à caractère économique et social, c'est que nous nous réjouissons depuis ces dernières semaines, et d'ailleurs l'effet de la crise l'a bien montré, qu'il y a des ruptures à tous les niveaux, à l'échelle internationale, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan environnemental, à tous les niveaux. Et je dois dire que nous revenons d'une certaine manière à des concepts qui étaient jadis d'une certaine manière laissés de côté, comme tout ce qui est donc lié à la protection sociale, au rôle social de l'État, aux fonctions régaliennes de l'État, tout ce qui est donc lié à l'import-substitution, tout ce qui est donc lié aux relocalisations des filières industrielles, tout ce qui est donc lié à la protection économique. Ça, c'était d'une certaine manière des concepts que la gauche en général avait défendus. Justement, puisqu'on parle de la gauche, Tariq El-Malki, et nous allons revenir au nouveau modèle de développement, mais avant... Oui, alors...
à votre question. Donc ça, c'était pour tracer le contexte, c'est que le programme politique, enfin le programme économique d'un parti, il doit répondre à un contexte qui lui-même évolue rapidement et prendre en considération les vicissitudes, les ruptures et l'évolution de ce concept. Pardon, allez-y, je vous ai coupé. Oui, non, ben, j'allais justement vous parler de ce concept. Vous avez évoqué le socialisme. Qu'en est-il de la réduction des inégalités sociales? Quel est le programme de votre parti dans ce sens? Alors nous proposons d'une certaine manière un programme économique et social global et intégré parce que nous considérons que la mise en place d'une stratégie de croissance qui doit être inclusive, elle doit se baser sur deux piliers essentiels. Il y a bien évidemment le pilier économique, ce qu'on appelle donc les politiques de l'offre. Et là, nous mettons, si vous voulez, pour la première fois, il me semble, la création de la TPME, le renforcement et la création de la TPME au cœur du ciblage des politiques publiques dont nous proposons donc un certain nombre. Donc des politiques de l'offre dont l'objectif, d'une certaine manière, c'est d'augmenter l'investissement national, qu'il soit privé ou public, et surtout améliorer son efficacité et son rendement. L'objectif également sur ce pilier, sur cette dimension économique, c'est tout ce qui est lié à l'amélioration, le renforcement de la compétitivité à l'export de l'économie marocaine, justement en constituant un tissu entrepreneurial d'entreprises, de PME compétitives notamment à l'export, et nous verrons que nous proposons un certain nombre de programmes, de lois cadres même pour justement dans ce sens-là. Tout ce qui est donc lié à la diversification productive, cette crise a montré que le Maroc détient beaucoup d'atouts, notamment à la lumière de la reconfiguration de ce qu'on appelle les chaînes de valeur à l'international. Il peut justement tirer profit d'un certain nombre de synergies, de tirs croisés, si j'ose dire, entre l'Europe et l'Afrique en devenant une base industrielle diversifiée, d'une certaine manière, renforçant le développement d'un certain nombre de filières d'avenir dont le Maroc a montré qu'il détient des atouts compétitifs. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Je pars de la filière pharmaceutique, la filière du médicament, tout ce qui est lié donc à l'économie numérique, bien évidemment sans oublier les secteurs traditionnels, le textile, les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, où là, bien évidemment, il y a de la valeur ajoutée à capter, et le Maroc est en très bonne position justement pour capter cette valeur ajoutée. Donc ça, c'est pour le côté politique de l'offre. Au niveau de la politique de la demande, là aussi, nous proposons donc un certain nombre de mesures concrètes pour renforcer la classe moyenne. Nous considérons que, d'ailleurs, entre parenthèses, nous nous réjouissons que justement il y a eu ces derniers mois, ces dernières années, à la lumière de cette crise, la mise en place d'une certaine manière de deux lois cadres qui sont des réformes de rupture, que nous considérons nous comme des réformes de rupture. La généralisation de la protection sociale, que nous appelions de nos voeux depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Donc il est heureux qu'aujourd'hui, enfin, l'ensemble des Marocains pourra bénéficier d'une couverture sociale et médicale, et même d'une retraite. Et le deuxième élément que nous avons également défendu dans le cadre du modèle de développement, c'est la réforme de la fiscalité. Donc là, nous sont aussi, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, de l'adoption récente de la loi cadre sur la fiscalité. Absolument. Alors justement, Tariq Melki, comment l'USFP compte répondre à ces urgences? En parlant d'urgence, je parle d'équité sociale, mais aussi équité fiscale, à la lumière de l'adoption de cette loi fiscale, de cette nouvelle loi fiscale que vous venez d'appeler révolution, ou en tout cas rupture. Alors, c'est une loi cadre, c'est-à-dire que maintenant, le prochain gouvernement va avoir l'immense responsabilité de la mettre en œuvre en la déclinant à travers un certain nombre de lois, de politiques publiques, de réformes, etc. Alors, elle trace les principes généraux. Donc, nous, se basant sur les recommandations des assises, des dernières assises de la fiscalité et de cette loi cadre, nous proposons une centaine de mesures fiscales qui tournent autour de 5 à 6 grands éléments. On n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail, notamment la réforme de la TVA. Nous considérons que la TVA aujourd'hui, que ce soit en matière de base imposable et de taux, ne répond pas à ce qu'on appelle le concept de la neutralité de celle-ci. Donc nous préconisons, à travers notamment l'élargissement de l'assiette de la base fiscale imposable, de ramener le nombre de taux à 3-4 grands taux. Un taux zéro pour les produits de base, de première nécessité,
un taux réduit, ce qu'on appellerait réduit autour de 7-8%, un taux intermédiaire à 14-15% et un taux qui taxe les produits dits de luxe à grosso modo 30%. Donc cette réforme à TVA va avoir pour objectif de doper la consommation des ménages qui s'est fortement rétractée ces dernières années. Et elle va aussi avoir comme corollaire à moyen terme de lutter contre ce qu'on appelle tout ce qui est lié aux fausses factures et puis peut-être doper également donc l'investissement privé des entreprises à travers les investissements dans l'achat de nouveaux matériels, justement pour promouvoir la production locale. L'IR également, la réforme de l'IR pour nous est un volet social extrêmement important pour doter là aussi la classe moyenne à travers la réduction, l'augmentation du plafond d'exonération de 30 000 dirhams à 50 000 dirhams, la baisse et la fusion d'un certain nombre de seuils fiscaux, notamment donc au niveau des revenus intermédiaires, la mise en place d'un taux supérieur au-delà d'un certain niveau et l'introduction de la progressivité sur les très hauts revenus. Nous proposons également l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur le tabac, sur les alcools, sur tout ce qui est donc lié à un certain nombre de produits néfastes pour la santé, ce qui aura également pour corollaire de diminuer le coût social pour l'État au niveau d'un certain nombre de maladies. Nous proposons également un package de nouvelles mesures, donc il y en a toute une pléthore dans le document final, la mise en place d'un impôt sur la fortune, notamment tout ce qui est lié au signe extérieur des richesses, un impôt sur l'héritage, augmentation de l'impôt sur le patrimoine non bâti, ça c'est pour favoriser justement l'investissement privé et pour lutter contre le phénomène spéculatif dans un contexte où l'offre foncière est en diminution. Nous proposons également la refonte totale des dépenses fiscales qui coûte à l'État à peu près entre 30 et 35 milliards de dirhams par an, avec un impact extrêmement faible sur la croissance, sur l'emploi, avec un meilleur ciblage et passer d'un système d'incitation à un système de subvention directe qui soit donc plafonné et qui cible les secteurs d'avenir, donc j'en ai cité un certain nombre, et la mise en place également d'une fiscalité verte. Alors, juste pour terminer rapidement sur la fiscalité, pris ensemble, selon certaines estimations, ces réformes peuvent générer dans le budget de l'État 30 à 40 milliards de dirhams supplémentaires qui seraient répartis en 3 tiers. Un tiers pour financer les dépenses d'investissement public, un tiers pour financer la protection sociale et un tiers pour financer la baisse de charges pour les entreprises. Et je n'ai pas parlé de la politique budgétaire aussi, qui s'inscrit... Alors nous allons peut-être enchaîner, parce qu'il nous reste peu de temps, et quelques sujets tout aussi importants que ceux que vous venez de développer. Tariq Malki, parlons santé et éducation, puisqu'on parle avenir. Comment comptez-vous réussir là où beaucoup ont échoué ? Alors justement, donc ça m'amène justement à la politique budgétaire. Nous proposons, nous préconisons une sorte de plan Marshall de mise à niveau des infrastructures sociales de l'État, notamment le système de la santé, le système éducatif et tout ce qui est donc lié à ce qu'on appelle la fracture numérique. Parce que cette crise a montré justement le corollaire de l'absence de protection sociale, c'était un système de soins, de santé extrêmement précaire, défaillant. Donc nous proposons d'injecter dans le budget de l'État sur 5 ans à peu près 120 milliards de dirhams supplémentaires, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans le numérique, à travers les investissements dans tout ce qui est infrastructure de base, remise à niveau des hôpitaux, tout ce qui est donc lié également à l'embauche à la formation et à la formation du corps médical, que ce soit des médecins, des infirmiers, en revoyant donc la carte sanitaire du pays pour prendre en considération donc les besoins au niveau régional. Alors vous allez me dire le financement de tout cela, comment Absolument. Il se fait. C'est ce que j'allais vous demander, Tariq Malki, comment financer tout cela? Alors à travers 3 éléments. Parce qu'il faut savoir aussi que tout cela est progressif, c'est-à-dire le Maroc ne va pas recouvrir sa santé économique d'avant la crise. Nous, en tout cas, nous sommes extrêmement prudents. Nous ne nous avançons pas sur les objectifs quantitatifs à l'emporte-pièce. Nous disons qu'au mieux, le Maroc pourra atteindre un taux de croissance de 6 à 6,5%, peut-être la 4e, voire la dernière année du mandat de la prochaine législature. Donc, en attendant, il faut investir massivement. Donc, à travers
Nous préconisons la dette intérieure parce que le Maroc a des marges à travers un emprunt national, voire même la dette extérieure, parce que la dette extérieure ne couvre qu'à peu près 34% du PIB. Donc il y a encore des marges à ce niveau-là et le Maroc reste bien classé. Nous proposons également une refonte de la politique monétaire en revoyant d'une certaine manière les statuts de Banque Maghreb et ce qui se passe d'ailleurs dans tous les pays qui ont réussi leur relance en permettant à la Banque centrale d'acheter des bons du Trésor, donc de financer le Trésor directement ou de racheter de la dette sur le marché secondaire, ce qu'on appelle donc la monétisation de la dette. Donc il faut que Banque Maghreb soit un agent de financement de l'économie et non pas uniquement un agent qui s'occupe de cibler ce qu'on appelle donc une politique de ciblage d'inflation. Il faut que Banque Maghreb soit un outil également de financement à travers la refonte de ses statuts. Et dernier élément, il y a ce qu'on appelle, nous, à court terme, l'augmentation, en tout cas la programmation d'un déficit budgétaire qui soit soutenable à travers la loi de programmation des finances. Il ne s'agit pas de financer la masse salariale, il s'agit de financer donc les investissements lourds, les investissements de structure, notamment dans le système de soins et le système de santé. Et enfin, la réforme fiscale dont j'ai parlé. Mais tout cela, encore une fois, c'est des chiffres qu'il faut prendre de manière très prudente et ça se fera de manière progressive entre 3 L'idée est claire. Pour terminer, Tariq Malki, quelle approche de proximité de l'USFP pour les jeunes ou encore les femmes? Oui. Alors par rapport justement aux jeunes et aux femmes, alors nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'un des leviers d'action de notre programme économique et social en marge de la fiscalité, c'est la TPME. Et dans ce cadre-là, nous préconisons donc de cibler notamment les start-up. Nous voulons que la prochaine législature soit l'occasion pour un certain nombre de jeunes donc de créer leur propre entreprise dans des domaines divers et variés. Et à ce titre, nous proposons une loi, un choc entrepreneurial. Nous proposons la création de 30 000 TPE sur 5 ans à travers ce qu'on appelle le Startup Innovation Act. Donc, il y aurait comme objectif de tracer un cadre juridique pour les startups qui n'existe pas encore aujourd'hui, un nouveau cadre juridique et également donc la mise en place d'instruments de financement, d'accompagnement et de protection sociale des jeunes porteurs de projets. Et nous avons estimé d'une certaine manière le coût de cette mesure à peu près 50 milliards, dont 10 milliards financés sur le budget de l'État et 40 milliards sous forme de prêts garantis. Bien évidemment, les jeunes et les femmes seraient on va dire, les principaux bénéficiaires de cette mesure, dans la mesure où nous considérons qu'en marge du salariat public ou privé, il y a tout un monde qu'il faut développer, l'entrepreneuriat à travers un choc entrepreneurial. Et comme je le disais, il y a énormément de secteurs que la crise a mis en lumière, notamment tout ce qui est lié à l'économie numérique, tout ce qui est lié à l'économie verte, tout ce qui est lié aux plateformes digitales d'apprentissage, tout ce qui est donc lié à la filière médicaments, pharmaceutiques. Donc il y a véritablement un très grand potentiel pour l'économie marocaine de renforcer la production industrielle nationale à travers ce qu'on appelle l'import-substitution. D'ici 5 ans, nous pourrons imaginer réduire nos importations de moitié en favorisant la production nationale, mais en mettant des garde-fous, en mettant en place des garde-fous, notamment tout ce qui est lié au système de qualité, de normalisation, pour justement élargir, diversifier notre base industrielle et faire en sorte que cette base industrielle puisse exporter et puisse avoir accès au marché étranger. Et un dernier élément, ou un avant-dernier élément par rapport à votre question de l'entrepreneuriat des jeunes, il faut aussi un choc de simplification administrative. Et nous proposons une loi de modernisation de l'économie dont l'objectif justement serait donc d'annuler ou de supprimer donc l'ensemble donc des procédures administratives qui demeurent entravantes et les remplacer par des cahiers de charges. Et nous proposons également d'accélérer la digitalisation donc, de l'administration marocaine et d'activer l'adoption de la mise en place d'une charte d'investissement et une charte de la PME-TPME. Et dernier élément, pour les jeunes TPME et les start-up, c'est faciliter l'accès à la commande publique à travers ce qu'on appelle donc la préférence nationale. Et en marge de cela, nous proposons également des instruments de financement adaptés. Merci Tariq Malki, membre du bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires, l'USFP. Merci d'avoir répondu à nos questions dans le débrief politique. Merci à vous pour l'invitation.
Merci. Très bonne soirée.